Salut, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on est là pour parler de mon top 10 de science-fiction, mes meilleures lectures de science-fiction. Donc ça peut être du space opéra, ça peut être de la dystopie, ça peut être voilà, de la robotique, etc. Il y a plein de choses qui rentrent dans la science-fiction, il y a plein de sous-genres de la science-fiction. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler de mon top 10 de mes 10 meilleures lectures. Donc c'est parti. On est en 2023, du coup, c'est aujourd'hui, ça va être mon top 10, mais peut-être avec mes lectures prochaines, ça changera. Je vais encore lire de la science-fiction dans les années qui viennent, donc ça va sûrement changer. Il y aura sûrement des nouveautés qui vont rentrer, mais pour l'instant, c'est mes meilleures lectures de science-fiction en 2023. Pour commencer ce top, donc en 10e position, c'est les livres de Fondation, trilogie des Fondations de Isaac Asimov. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a déjà une vingtaine d'années. C'est un classique, c'est classique de la science-fiction, les livres de Fondation c'est vraiment des classiques. Isaac Asimov c'est un auteur aussi classique de la science-fiction, il a inspiré beaucoup d'auteurs de science-fiction. On voit encore l'héritage, sa trace dans la science-fiction d'aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de gens qui se revendiquent d'Isaac Asimov. Donc Fondation, c'est une œuvre que j'ai mis en 10e position, plus pour son impact culturel, plus pour son impact, son héritage sur la science-fiction. Fondation a bâti un modèle de science-fiction qui est aujourd'hui qui est très important. Et donc du coup, c'est plus pour ça. La qualité de l'œuvre en elle-même, moi je recommanderais de lire les 3 premiers et après s'arrêter là, parce qu'après ça se répète beaucoup, c'est un peu lent, etc. Mais les 3 premiers livres sont très bons. Mais voilà, c'est plus pour l'impact culturel, disons, dans la science-fiction, que pour la qualité de l'œuvre. Aujourd'hui, ça a un peu vieilli, c'est un peu, voilà, commencez pas par ça. Commencez pas, si vous voulez commencer la science-fiction, ne commencez pas par Fondation. Ça peut vous dégoûter de la science-fiction. Donc en 10e position, c'est Isaac Asimov avec Fondation. En 9e position, c'est 2 œuvres, j'ai mis 2 œuvres de dystopie politique. Les fondateurs de la dystopie politique, c'est 1984 de George Orwell et Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Pour moi, c'est des livres, voilà, c'est les fondateurs de la dystopie, c'est eux qui ont inspiré le genre, disons, de science-fiction dystopique. Ça veut dire on se projette dans le futur, dans une dictature où le monde est dominé par la technologie, par l'assise technologique, par le tout sécuritaire. Moi, c'est 2 œuvres que j'ai lues quand j'étais ado. Voilà, elles m'ont vraiment formé au niveau de sens critique de la société aujourd'hui. Comment je voyais finalement, encore aujourd'hui, si on lit ces œuvres aujourd'hui, elles ont encore un impact tellement elles étaient prémonitoires. On peut lire notre société d'aujourd'hui, comment elle fonctionne, le tout sécuritaire, la vidéosurveillance. L'œil de George Orwell et l'œil d'Aldous Huxley peuvent encore se voir aujourd'hui dans notre société de contrôle. Finalement, on est encore aujourd'hui dans ce contrôle-là. Et c'est des œuvres qui ont un impact encore aujourd'hui, qui ont une influence, qui ont au niveau culturel dans la science-fiction aussi, ont un énorme impact. Et sont majeures aujourd'hui, c'est des œuvres majeures, autant 1984 que Le meilleur des mondes, sont aujourd'hui vues comme des classiques de la science-fiction, et qui ont encore des héritiers, aujourd'hui des gens font encore des œuvres qui s'inspirent de cela. Et en même temps, ça a eu aussi un impact sur la pensée politique, sur comment appréhender notre futur. Ça aussi était un peu les points de vigilance, un peu les lanceurs d'alerte, on peut appeler ça aujourd'hui les lanceurs d'alerte de leur époque, de dire attention, on peut aller vers ce type de société qui sera dans tout contrôle. Et donc ces deux œuvres-là, 1984 et Le meilleur des mondes, sont des livres majeurs, c'est des très bonnes lectures, c'est pas des gros livres, c'est des petits livres, mais qui nous envoient dans cette dictature-là, qui peut se voir aussi à travers notre société aujourd'hui. Donc voilà, en 9e position, c'est 1984 et Le meilleur des mondes ensemble pour cette 9e position. En numéro 8, c'est la seule œuvre française, c'est La nuit des temps de Barjavel. Donc ce roman, je l'ai lu aussi il y a une vingtaine d'années déjà, et ça m'avait beaucoup marqué, cette histoire d'amour, de culture à travers les époques, dans le pôle Sud, où on retrouve, etc., ce qu'on retrouve dans les glaces du pôle Sud, un mystère. Mais c'était écrit d'une manière tellement belle, tellement poétique, que ça a même marqué cette lecture. Comme quoi on n'a pas besoin de partir dans l'espace, dans les étoiles pour faire de la science-fiction. On peut faire, à travers un concept simple, à travers une idée simple, broder toute une histoire autour qui peut être magnifique. Donc voilà, en 8e position, c'est La nuit des temps. Je regrette absolument pas d'avoir lu ce livre, c'est une œuvre magnifique, c'est presque de la poésie de science-fiction tellement l'œuvre est belle. Donc en 8e place, La nuit des temps de René Barjavel. En 7e place, un autre classique, c'est Dune de Frank Herbert,
Quand moi je parle de Dune, je parle du premier tome. Je sais que les fanatiques de Dune diront non, mais il faut avoir au moins les 3 premiers ou les 6 premiers. Pour moi, j'ai lu que le premier tome et déjà, j'ai trouvé ça très bon. Un peu mystique, très marqué par les années 60, on le voit dans les crimes, mais en même temps, il décrit une écologie, une planète. Oui, l'histoire de Paul Atreides, avec cette découverte de cette planète Arrakis, avec l'épice, etc. Donc c'est très mystique comme lecture, mais en même temps, ça transporte dans un monde avec cette culture, avec les Fremen, et la culture qui a le choc des cultures. Voilà, là, c'est aussi très présent, le choc de 2 cultures qui se rencontrent, un qui est plus dominateur et l'autre qui est dans la résistance. Et ça a été aussi une très bonne lecture. Les films aujourd'hui qui sont sortis l'année dernière, il y en a la deuxième partie qui va sortir, je crois, cette année, sont aussi très bons. Pour moi, au niveau esthétique, sont vraiment très très beaux aussi. L'esprit du livre est vraiment présent dans le film. Et c'est un classique aussi c'est un classique de la littérature science-fiction. Pour beaucoup de personnes, c'est le numéro 1, c'est la meilleure lecture de science-fiction. Pas pour moi, mais ça reste un classique et c'est pour ça que c'est en top 7. En 6e position, c'est une autre œuvre qui est beaucoup plus récente, qui s'appelle Seul sur Mars d'Andy Weir. C'est aussi un film qui est sorti il y a quelques années avec Matt Damon, mais le livre est très 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 bon. Et donc c'est une personne qui se retrouve coincée sur Mars et qui va essayer de s'échapper de Mars pour rester vivant. Et en fait, c'est de la science-fiction aussi que j'avais jamais lu avant, ce type de science-fiction, un peu plus journal de bord, avec beaucoup d'humour, vraiment à la première personne. On est dans la tête du héros, en fait. Et on voit ses pensées, ses doutes, et qu'est-ce qu'il va faire. Ça peut être quelque chose qui se passe avec quelqu'un qui va sur la Lune aujourd'hui. Donc là, c'est sur Mars, c'est pour ça que c'est de la science-fiction. Mais en même temps, c'est dans un futur très proche. En fait, ça peut être la réalité aussi, tellement c'est proche de notre temps, en fait. Finalement, dans quelques années, peut-être, il y aura des astronautes qui iront sur Mars. Mais en fait, c'est quelque chose qui est tellement plausible. Mais en fait, voilà, la force de cet ouvrage, c'est son rythme, l'humour qu'il y a derrière. Et puis, on s'attache au personnage, et puis l'aventure est palpitante, quoi. Il se retrouve tout seul sur une énorme planète, il sait qu'il n'y a personne d'autre, et qui dépend que de lui. Donc, si vous n'avez pas lu Seul sur Mars, voilà, c'est ma 6e lecture. Là, c'était vraiment une très très bonne lecture. Donc, on rentre dans le top 5. En 5e position, c'est Illuminae d'Amy Kaufman et de Jay Christophe. Donc ça, c'est une œuvre que j'ai déjà parlé justement dans mes recommandations pour commencer la science-fiction. Pour moi, c'était une claque cette lecture parce que finalement c'est un livre qui est plus jeune adulte, ado, jeune adulte, parce que les protagonistes sont jeunes. C'est la mise en page en fait de ce livre, enfin des 3 livres de cette trilogie qui que j'ai adoré. Enfin le fait que ça soit fait comme une enquête, qu'on ait des chats, qu'on ait des mails, qu'on ait de la vidéosurveillance, qu'on ait de l'intelligence artificielle qui s'y mêle aussi. Et en fait, on voit des points de vue différents et on apprend à connaître les personnages comme ça, on les suit dans leur aventure. Et en fait, c'est une enquête d'une aventure qui s'est passée dans l'espace. Et chaque page est différente, on suit l'aventure sans avoir une lecture plate des personnages, et ça c'est super intéressant aussi. Et les trois tomes sont très bons. Autant le dossier Alexander, Obsidio et Giminé, les 3 tomes sont très très bons. Et c'est des lectures qui se dévorent. Moi je les ai dévorés ces livres, et puis c'est haletant. Donc voilà, en 5e position, Illuminae. Numéro 4, c'est L'éveil du Léviathan, ou la série The Expanse de James Ace A. Corey, pardon, désolé de la prononciation encore une fois. C'est une série de 9 tomes, donc j'ai mis à peu près 3 mois à lire tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai été plongé dans cet univers pendant 3 mois, et ça a été une découverte, c'est du space opéra, en gros, c'est une space opéra, on va suivre un équipage d'un petit vaisseau, qui va se retrouver dans la grande histoire du système solaire, et on va les suivre, on va apprendre à les connaître tome par tome, et connaître les personnages, et puis il y a d'autres personnages secondaires qui vont se mêler à l'histoire. Et en fait, c'est une œuvre magistrale, c'est vraiment le renouveau du space opéra. Voilà, c'est 9 bons livres, ils font chacun à peu près 600 pages, donc il y a une vraie longue histoire. Je sais qu'il y a une série aussi moi j'ai vu la série après, qui est sur Amazon. Et en fait, la série ne finit pas, mais les livres finissent. Donc si vous avez vu la série et vous voulez finir, vous pouvez prendre les derniers tomes, même si je vous conseille de tout lire, parce que les livres sont quand même beaucoup mieux que la série. Mais voilà, The Expanse, c'est une œuvre majeure aussi de la science-fiction moderne. C'est 2 auteurs en fait qui se sont mis sous un seul pseudonyme. Et on sent... dans cette œuvre, on sent aussi l'influence de la fantasy, parce que c'est deux auteurs qui viennent aussi du monde de la fantasy. Donc il y a aussi, on suit les personnages, l'évolution, il y a vraiment ce truc-là un peu à la Game of Thrones, où chaque personnage, c'est un chapitre par personnage. Donc voilà, le Rocinante, Holden, Naomi, Amos, ils sont tous géniaux, c'est tous des personnages géniaux, et l'histoire elle est super bonne, et l'œuvre est grandiose, quoi. Donc voilà, en numéro 4,
c'est The Expanse. Donc, en numéro 3, c'est Le problème à trois corps de Liu Cixin, ou Liu Cixin, je ne sais pas trop la prononciation, donc c'est la science-fiction chinoise. C'est Le problème à trois corps, La forêt sombre et La mort immortelle. Donc c'est pareil, c'est des bons pavés, là, à chaque fois ils vont en grandissant, donc à chaque fois plus de pages à lire, mais en même temps c'est une histoire qui te transporte tellement loin, on part on part de la révolution culturelle chinoise et puis on va jusqu'à dans les étoiles, quoi. Donc c'est une œuvre majeure et en même temps c'est une œuvre pour moi qui a été très rafraîchissante parce qu'elle est centrée sur la Chine. Et en fait, la plupart des œuvres de science-fiction, même, c'est très occidental, d'accord? C'est avec une vision très occidentale même de l'espace. Et là, en fait, c'est une vision très chinoise de l'espace. Donc c'est ça qui est super rafraîchissant. Même si on voit que la psychologie des personnages est ben, vraiment aussi marquée par cette culture chinoise où il y a on exprime moins ce qu'on pense, moins ses émotions, où c'est plus, voilà, c'est plus froid. Et ben ça teinte aussi le récit. Le récit est juste magnifique. Moi, j'ai vraiment adoré. Et puis tout voilà, à travers, d'abord, au départ, on est complètement perdu. Ne vous spoilez pas aussi avec la 4e de couverture, parce que la 4e de couverture du premier tome spoil la fin du livre 1, c'est ça qui est absurde complètement. Donc si vous ne savez pas trop de quoi, lancez-vous, vous allez voir que le mystère se défend petit à petit, mais il prend une voie qui est vraiment originale. C'est là, par contre, là, c'est plus de la hard science-fiction, parce on explique pas mal de concepts. C'est très basé aussi sur des théories, voilà, la théorie du tireur d'élite, et la théorie de dinde, ou la ferme des dindes aussi. Là, je suis en train de voir un peu la série qu'ils ont fait en Chine, sur cette série-là. Voilà, c'est en chinois sous-titré en anglais, donc voilà, heureusement que je connais l'histoire, sinon je serais un peu perdu. Mais voilà, c'est une œuvre aussi qui, je crois, qui va arriver sur Netflix le mois prochain, donc c'est une œuvre majeure aussi, voilà, Le problème à trois corps. Si vous n'avez jamais lu ça, lancez-vous, c'est de la hard fantasy, mais c'est vraiment magnifique. En deuxième position, j'ai mis 2 œuvres du même auteur, donc l'auteur c'est Blake Crouch, et j'ai mis donc Dark Matter et Récursion. J'en ai déjà parlé aussi sur cette chaîne, mais ces 2 œuvres pour moi que j'ai adorées, ces 2 livres que j'ai dévorés, c'est Dark Matter et Récursion, c'est plus justement du thriller science-fiction. L'auteur prend un petit concept de science-fiction et en fait toute une histoire haletante autour de ça. C'est des livres qui se passent avec un rythme effréné, on suit un personnage qui va lui arriver des péripéties justement en lien avec la science-fiction, des choses qui n'existent pas dans notre réalité. Blake Crouch est un maître d'écrire des thrillers scientifiques en fait. Et on suit, c'est haletant, c'est pas des gros livres, mais moi c'est les livres, je crois l'année dernière, c'est ceux que j'ai lus le plus rapidement. Je préfère Récursion que Dark Matter, mais je vous conseille de commencer par Dark Matter, et si vous voulez lire les deux. Parce que Dark Matter est plus simple dans son concept, mais après on retrouve les mêmes ingrédients dans Récursion, et Récursion est un peu plus complexe. Mais j'ai adoré, et puis les retournements de situation, et c'est juste haletant, c'est juste des livres à dévorer. Et même si vous lisez pas de la science-fiction en général et tout, pour moi c'est vraiment des livres, voilà, n'importe qui peut les lire, même si vous n'êtes pas du tout féru de science-fiction, ça se lit, ça se dévore. Et voilà, enfin, on se laisse emporter par le récit. Et voilà, donc Dark Matter, Récursion de Blake Crouch, c'est mon top 2, et c'est presque l'année dernière c'était mon énorme coup de cœur, tellement c'était bien, quoi. Et en première position, c'est pas de la science-fiction, c'est pas la science-fiction avec des concepts super élaborés, etc. Non, c'est une série qui s'appelle Red Rising, de Pierce Brown. Donc je parle surtout moi, des 3 premiers tomes, Red Rising, Golden Sun et Morning Star. La suite, après, j'ai commencé, mais j'ai moins aimé. Donc c'est surtout ces 3 premiers livres-là qui sont, pour moi, le meilleur de la science-fiction que j'ai lu. Même si c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment plus l'aventure du personnage de Darrow, qui est avec les rouges, qui se retrouvent en bas de l'échelle. Donc c'est une société qui est divisée en couleurs. Chaque couleur représente une classe sociale ou un corps de métier. Donc on a les rouges, qui sont là, les ouvriers, disons les exécutants. Après on a les violets, on a les roses, on a les verts, on a les obsidiennes, et puis on a les ors, les golden, qui dominent la société. Et donc justement toute l'aventure, ça va être de Darrow qui va, Red Rising, donc qui va grimper, disons, l'échelle sociale d'une certaine manière. Et en fait, c'est aussi un univers qui est très inspiré de l'Antiquité, du monde antique, surtout romain et grec. Il y a vraiment cette influence-là, donc c'est vraiment un monde grec antique dans le système solaire, voilà, dans un monde de science-fiction, sur Mars, etc. Donc c'est vraiment une œuvre, voilà,
Vous pouvez aussi lire ça juste comme une lecture de fiction, et sans mettre ça dans la science-fiction, parce que l'aventure en elle-même est magnifique. Les retournements de situation sont incroyables. La fin du 3e tome est juste incroyable. C'est une des meilleures fins que j'ai lues de toute ma vie. Voilà, c'est... Puis moi, je me t'attache aux personnages, les persos secondaires sont bons. Et il y a une partie aussi du 1er tome qui est très bourrine. Et puis c'est un auteur qui va vite. Ça avance très vite. L'histoire avance très vite. L'écrivain, ça s'attarde pas sur des descriptions de 2 heures. C'est vraiment, ça va vite. L'histoire est haletante, est très rythmée. Et en même temps, ça te rentre dedans, quoi. Il y en a qui pourront dire oui, mais c'est ado, young adult. Mais pour moi, c'est assez cru. Il y a des parties très dures. Les personnages aussi souffrent dans leur chair, etc. Ils passent par des moments très difficiles. Donc pour moi, c'est plus une lecture adulte. Mais c'est tellement bien, Red Rising. Lisez Red Rising, si vous n'avez jamais lu ça, plongez-vous dedans, sur les 3 premiers tomes sont juste magnifiques. Donc voilà, c'est mon numéro 1, c'est la meilleure lecture que j'ai fait jusqu'à maintenant de science-fiction. Et voilà, je vous le recommande 100% les yeux fermés. Donc voilà, c'était mon top 10 de mes meilleures lectures de science-fiction de toute ma vie. Il va peut-être évoluer ce top 10, j'en ferai peut-être dans les prochaines années en disant « Ah maintenant ces lectures, j'ai préféré ça, ça va bouger », c'est sûr, parce que je vais continuer à en lire, j'adore ça la science-fiction, et j'adore me prendre des claques littéraires, des claques d'aventure. Donc voilà, lisez de la science-fiction, c'est trop bien la science-fiction. Allez, à bientôt.